Bonjour à tous. Donc, nous en étions là, face à une mosaïque du 5e siècle, la plus ancienne qui nous soit donné de voir et que l'on présente ordinairement comme la première figuration connue d'Ambroise lui-même. Nous en étions là, la semaine dernière, à douter, vous vous en souvenez, à douter finalement de ce que nous regardions et de ce qui nous regarde depuis un passé très ancien, c'est-à-dire une image. Ressemble-t-elle à cet homme qu'elle nomme Ambroise, né à Trèves vers 340, mort à Milan en 397, ou bien ressemble-t-elle à l'un de ceux qui se reconnaissaient en lui, Charles Borromée, né à Arona en 1538, mort à Milan en 1584, le dernier en date des nouveaux Ambroises, a-t-on dit la semaine dernière, et dont un artiste zélé a pu travailler en restaurant cette mosaïque. Songez qu'entre elle et lui, entre la mosaïque originelle, 5e siècle, et cet artiste du 16e siècle, s'est intercalé plus de 1000 ans, ce qui est proprement vertigineux. Est-ce que donc cet artiste zélé a pu travailler à modifier son visage de manière à ce que le passé ressemble au présent et non l'inverse? Charles Borromée agissant au lieu d'Ambroise. C'est bien de cela dont il s'agit, si l'on veut entendre dans cette expression au lieu de, à la fois à la place de et tenant lieu de. Car nous sommes ici au lieu d'Ambroise, au cœur de la topographie légendaire de son souvenir, tout près de la basilique qui porte son nom, et dans ce mausolée qui s'appelle San Vittore in Ciel d'Oro, qui flanque l'ancien palais impérial, où Augustin, dit-on, reçut le baptême des mains d'Ambroise. Et nous voici donc revenus à la scène originelle, puisqu'il est clair désormais que la mémoire ambrosienne est strictement dépendante du récit de la conversion d'Augustin. Ça, nous l'avons établi dès les premières séances. Nous en étions là, nous en sommes là. Nous sommes face à l'image comme devant le temps. Non pas devant le passé, mais bien devant le temps. Et je reprends ici le titre d'un des superbes livres de Georges Didier Huberman, Devant le temps, histoire de l'art et anachronisme des images, qui est paru en 2000. Car si nous sommes, vous et elle, contemporains au moment où vous vous regardez, elle me survivra, elle vous survivra très certainement. Nous sommes de passage. C'est nous qui sommes fragiles devant l'image. Elle a plus d'avenir que nous, elle a aussi plus de mémoire. Car l'artiste qui l'a créée n'appartient pas seulement à un passé historique, il était de son temps et non pas d'une autre, mais bien, dit Georges Didier Huberman, à un plus que passé. Il manipulait des temps qui n'étaient déjà plus les siens. Lui, et après lui, tous ceux qui ont repris, restauré, rafraîchi, rajeuni cette mosaïque pour qu'elle parvienne jusqu'à nous, non pas intacte ou identique à elle-même, quelle folie d'imaginer cela, mais telle que le temps la transforme. Une tesselle tombe, une autre la remplace, et ainsi de suite. Et c'est cela que l'on appelle, sans doute, de ce mot qui nous irrite tant aujourd'hui, une identité. Dans un livre majeur intitulé « Les embarras de l'identité », le philosophe Vincent Descombes plonge au cœur logique et philosophique de cette irritation. Notre usage contemporain a tordu le sens linguistique originel de l'expression « identité ». Pour aller vite, le mot désignait autrefois le fait qu'il n'y a qu'une seule chose là où il pourrait y en avoir plusieurs. Donc ça a à voir avec l'espace. Aujourd'hui, le mot revêt une signification autre qui a à voir avec le temps, puisqu'elle renvoie à la possibilité qu'il y ait une chose possédant la vertu d'être singulièrement elle-même, bien qu'elle dure. Et voilà pourquoi nous avons des controverses sur les identités collectives, sur la question « qui sommes-nous ?», ce qui devient la pomme de discorde de nos disputes. Problème logique, ai-je dit, c'est en effet
en grammairien qu'Antoine Arnaud et Pierre Nicole abordent cet embarras de langue dans La logique ou l'art de penser, paru à Paris en 1662, et qu'on le reconnaît aujourd'hui sous le nom de logique de Port-Royal, du nom de l'abbaye qui désigne le lieu d'un combat collectif, celui des jansénistes. Et lorsqu'ils affrontent la question des identités collectives, Arnaud et Nicole pointent la discordance et les désaccords qui peuvent se discerner entre la forme logique et la forme grammaticale d'une proposition. Par exemple, dans l'idée, une phrase telle que « cet arbre a grandi » ou « cet enfant a grandi ». En fait, dans le même temps, on sait bien que si je dis « mon fils a grandi », eh bien, son corps a changé, mais ce n'est plus le même corps dont on parle. Et ce changement est graduel, et le fait, Vincent Descombes commente ainsi, « Nous nous contentons d'une ressemblance suffisante entre deux objets différents qui se succèdent à la même place pour dire qu'il s'agit d'un seul et même objet. » Et c'est cela qu'on appelle une identité, à la fois du point de vue collectif, politique, iconographique. Se succéder à la même place. On est au cœur de notre sujet, je crois. Ça a eu lieu, cette obstination du in situ qui fait l'insistance des lieux et par conséquent la géographie de la mémoire. Alors, Arnaud et Nicole en concluaient dans la logique de Port-Royal que les corps matériels n'ont pas d'histoire. Et ils prenaient l'exemple de la ville de Rome. Je cite. Auguste disait de la ville de Rome qu'il l'avait trouvée de briques et qu'il la laissait de marbre. On dit de même d'une ville, d'une maison, d'une église qu'elle a été ruinée en tel temps et rétablie en un autre temps. Quelle est donc cette Rome qui est tantôt de briques et tantôt de marbre? Quelles sont ces villes, ces maisons, ces églises qui sont ruinées en un temps et rétablies en un autre? Cette Rome qui était de briques, était-elle la même ville que Rome de marbre? Non. Mais l'esprit ne laisse pas de se former une certaine idée confuse de Rome, à laquelle il attribue ces deux qualités, d'être de briques en un temps et de marbre en un temps. Ce qui veut dire qu'une histoire de Rome n'est pas possible dans ses formes matérielles, mais qu'on peut faire une histoire de ce qui n'est plus dans Rome, c'est-à-dire de ce nom qui subsume et survit. Un corps mystique, ce qu'au Moyen-Âge on appelait une persona ficta, assurément une fiction, un nom incertain, ce que Arnaud et Nicole dit une certaine idée confuse. Voilà pourquoi, et je l'annonce dès à présent, je crois qu'il me faudra l'année prochaine, lorsqu'il s'agira de donner un nouveau cours, tenter quelque chose qui pourrait s'appeler « Histoire des fictions politiques ». Mais je dois d'abord ce matin achever le cours de cette année, dont le titre général, je le rappelle aux plus distraits d'entre vous, et d'abord à moi-même qui l'ai, je le crains, égaré en chemin, « Souvenirs, fiction, croyance, le long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan ». Alors, reprenons, sans brûler les étapes, et face à cette image, devant le temps, interrogeons-nous en posant la question « Qu'est-ce qui nous autorise à dire d'un portrait qu'il est ressemblant quand il ressemblerait à un visage que personne n'a vu ?» C'est-à-dire celui-là, Ambroise, ici même, ressemblant à celui qui prétend lui avoir succédé Charles Borromée. Il y a quelque chose quand même. Hein ? Alors, voilà, c'est sur cette idée-là et sur la mosaïque de San Vittore in Ciel d'Oro que je voudrais effectivement poser cette question. Il était une fois un pèlerin russe visitant Constantinople. C'était l'année 1200, ou environ. Son nom est Antoine de Novgorod et le voici dans la tribune sud de Sainte-Sophie, devant la grande mosaïque du Christ. Il raconte. L'artiste, lui a-t-on dit, était sur le point d'achever son œuvre. Il était à un doigt d'achever son œuvre, comme on le dit, il ne manquait plus qu'un doigt
à l'image du Sauveur. Alors, fier de son œuvre, il s'exclame « Seigneur, je t'ai fait comme si tu étais vivant. » L'image lui répond, en colère. « Et quand m'as-tu vu ?» C'est la voix qui sort de l'image, en même temps qu'elle paralyse la main du mosaïste, qui ne pourra pas terminer son œuvre. Ainsi, Dieu châtie les orgueilleux. Car dans le monde byzantin, ce n'est pas le peintre qui représente le saint, comme l'écrit Gilbert d'Agron, sa main est secrètement dirigée par celui dont il reproduit les traits. Si bien qu'il n'est qu'indirectement responsable de la ressemblance et que, en fin de compte, toute icône est un autoportrait. Je tire cette citation, ainsi que l'anecdote qui précède et qu'elle commente, de son superbe livre, à Gilbert d'Agron, D'écrire et peindre, essai sur le portrait iconique, qui est paru en 2007. Qu'est-ce qu'un portrait iconique ? C'est une image qui désigne celui qu'elle figure, mais ne l'imite pas. C'est une image qui, contrairement à l'image occidentale, ne représente pas, mais rend immédiatement présent. L'icône, vous le savez, est une porte. On voit à travers elle le vrai visage de celui qui est représenté. Telle est la paradoxale modernité de l'icône, et c'est pour ça la force du livre de Dagron, c'est de proposer par le détour byzantin une autre généalogie de notre modernité figurative, voilà, qui est évidemment compliquée, mais enrichie par le fait qu'elle soit compliquée. Car l'imagination créatrice que l'icône refuse au peintre, elle le confie au spectateur. C'est à lui de faire le travail. C'est lui qui est coproducteur du visible. Les Grecs croient même à une équivalence entre icône et image onirique, le rêve. Pourquoi ? Parce que le portrait iconique doit nous apprendre, nous qui le regardons, à reconnaître le jour venu, le saint qui nous apparaîtra en songe. Lorsqu'il nous apparaîtra, il se mettra à ressembler à son image, et c'est l'icône qui authentifie alors sa vision et non l'inverse. Parce que vous savez ce qui va se passer dans la seconde parousie. Ils reviendront, et en particulier le Christ. Ok, mais comment on le reconnaît ? Comment on le reconnaît si on n'a pas vu avant des images ? C'est là un point crucial du livre de Dagron. D'écrire, écrire, tracer, graver et peindre se disent en grec d'un même mot, graphein. Et il en va de même de historienne, qui signifie indistinctement raconter en histoire et en mots. Le rapport entre les mots et les images est beaucoup plus serré qu'en Occident. Cela se traduit de deux manières. D'abord, la présence des mots dans la peinture. Et d'une certaine manière, cette très ancienne mosaïque porte encore le sceau grec. Toute icône comporte l'épigraphe de son prototype, et l'image qui n'est pas nommée n'est pas vraie. Comme l'écrit le patriarche Nicéphore, l'inscription scelle l'authenticité en nous avertissant que la forme et la personne sont bien celles du modèle, et c'est bien pour cela qu'elle est apposée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une question de moderne, de savoir si c'est Ambroise ou pas, puisque le mot le dit, le désigne. C'est Ambroise, et au fond, le nom Sfragis transforme l'icône elle-même en un sceau, en une empreinte, c'est-à-dire en une image authentifiée qui dit « je suis le Christ, je suis Ambroise ». L'autre dimension verbale de la peinture est bien connue, car elle a son pendant dans la rhétorique des humanistes de la Renaissance, analysée notamment brillamment par Michael Baxandal, c'est l'ekphrasis, c'est-à-dire les mots qui commentent l'image par une mise en mots codifiés, qui expriment au fond sa bonne réception. Ce sont des mots d'après l'image. Mais en grec, il y a aussi des mots avant l'image. La longue tradition de l'eikonismos, c'est-à-dire la description d'une individualité à travers une série de typologies de signes distinctifs, ça vient de très loin, ça vient d'Homère. Les origines sont à chercher du côté de la glose homérique, c'est-à-dire on donne pour chaque héros un nombre limité de traits qui forment le portrait typologique et classificatoire de celui
dont on doit se souvenir. Cette technique du portrait en mots sert pour fixer l'iconographie des saints, notamment dans le premier recueil que l'on connaisse d'Eikonismoi, d'Elpios le Romain, qui date sans doute du VIe siècle, qui fixe des typologies. Par exemple pour le Christ, ce qui n'était pas évident parce que l'image du Christ, elle est ambiguë dans différents évangiles, les évangiles apocryphes. Certains disent que la figure, que le Christ est polymorphe, il est capable de revêtir toutes les apparences de ceux qu'il regarde. Isaïe disait qu'on ne le reconnaîtrait pas, le Messie, parce qu'il serait laid. Bon, ce qui n'est pas non plus une tradition si évidente à fixer. C'est la lettre synodique de 843 qui fixe par Eikonismos ses traits, cheveux longs, nez aquilin, barbe noire, peau couleur de blé, à la ressemblance de sa mère. Il est vrai que l'inévitable question que l'on pose à un nouveau-né, ressemble-t-il davantage à son père qu'à sa mère, pour le Christ, prend une acuité théologique particulière. Et si on revenait à Ambroise, lors du 4e concile provincial réuni par Charles Borromée en 1576, on produisit une liste des archevêques de Milan avec une description physique. Ambroise, corporis statura mediocri fuit, il fut de stature médiocre, d'aspect grave et beau, le nez oblong, les cheveux blonds, le front large avec un sourcil plus haut que l'autre. Comme ici. Y a-t-il une source antique à cette description? Simone Piazza n'en a pas trouvé trace, mais note une tradition qui, depuis l'époque carolingienne, fait d'Ambroise un jeune homme, soit imberbe, soit à la barbe, nous en avons parlé la fois dernière, très rase, et en tout cas assurément blond. Mais dans la fameuse mosaïque de San Vittore in Ciel d'Oro, il est franchement brun, porte une barbe courte, mais pour le reste, on reconnaît quelques-uns des signes distinctifs. Ambroise porte non pas la toge en usage dans l'aristocratie romaine, mais une casula sous une dalmatique aux manches amples, fermée non pas par une fibule, mais par une petite croix d'or. Et une chose est certaine, la représentation d'Ambroise s'écarte ici en de nombreux points des figurations conventionnelles d'évêques de l'Antiquité tardive. Tout ce que l'on peut dire, au fond, c'est qu'elle s'écarte de la norme de l'évêque pour s'approcher de d'autres, par exemple des traits distinctifs de la figuration des philosophes. Bref, au fond, elle ressemble à un portrait ressemblant. Et ce qui fait ressembler une image à un portrait ressemblant, c'est justement ces discordances, ces petites hésitations, ces accros dans la figuration. Pourquoi une imperfection? Pourquoi une dissymétrie? Cesare Ratti avait cru discerner dans ce portrait une dissymétrie faciale qui baisse l'œil gauche de 3 mm. Et dès lors, lorsqu'on voyait, comme ici, dans la basilique Sant'Ambrogio, Lambon, alors je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est vraiment un monument magnifique, c'est un réemploi, en fait. Vous avez un des plus anciens et grands et vénérables sarcophages qui date sans doute du 5e siècle, un des plus anciens, qui est un sarcophage à porte et qui, vous voyez, est rehaussé d'un monument qui est la tribune de l'autel, de la prédication. Donc, c'est la parole, et on l'appelle Lambon d'Ambroise, qui prend appui sur la mort et qui remploie, vous voyez, avec cette forme, on est probablement dans les années 1140, c'est-à-dire c'est strictement contemporain de la canonisation textuelle qu'au même moment, Martino Corbo, le custode de la basilique, produit des œuvres complètes d'Ambroise. Donc on a un remploi magnifique qui fait que d'ailleurs jusqu'au XVIe siècle, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui est antique et qu'est-ce qui est du XIIe siècle. Et il y a effectivement, là je m'intéresse à cette extraordinaire scène de prédication, dont on a pu d'ailleurs dire qu'elle portait
la trace, l'empreinte de ce qu'a été la prédication ambrosienne avec cette scène typiquement urbaine. Et vous voyez ici, il y a un personnage qui est de 3/4. Et donc, alors là, c'est vraiment des raisonnements magnifiquement circulaires. Cesare Ratti, c'est un historien de l'art du début du siècle, l'autre, qui dit, vous voyez, il est de 3/4, ça veut dire que l'artiste a voulu élégamment, vraisemblablement, cacher une dissymétrie faciale, et qui a la tronche un peu de travers, c'est Ambroise, donc voilà une représentation d'Ambroise. Évidemment, ce merveilleux et circulaire argument et cette belle construction intellectuelle s'effondre avec les hypothèses de Martin Raspe, dont je parlais la fois dernière, ayant retrouvé la trace de restauration importante de la mosaïque en 1600. L'historien a suggéré en 1994 que l'on a modifié les traits du saint pour les rendre plus conformes à ceux de Charles Borromée, le nouveau Ambroise de la contre-réforme triomphante, et nous serions alors en présence d'un étrange remploi rétrospectif où le passé serait réajusté à la ressemblance du présent. Cette hypothèse audacieuse a été accueillie avec scepticisme en 1994 et puis semble gagner quelques faveurs. Je m'appuie notamment ici sur les travaux déjà cités de Simone Piazza et d'Ivan Folletti. En vérité, dès que l'on parle de ressemblance, nous nous situons dans l'indécidable, car l'histoire de la mémoire est aussi celle de l'engendrement des souvenirs contigus par association d'idées, déplacements, transformations. Et telles sont les histoires de transmission, dans les images comme dans les textes, qui ne deviennent véritablement des histoires qu'à la faveur de leurs accros, de leurs désaccords, de leurs accidents. Sinon, justement, on ne pourrait pas jamais écrire l'histoire des transmissions. Une anecdote, d'ailleurs, permettra d'en prendre la mesure. Je parlais des travaux de Simone Piazza. Il a notamment donné un article dans le volume que j'ai dirigé avec Stéphane Giovanni sur la mémoire d'Ambroise. Et si j'écrivais au XIXe siècle, j'évoquerais l'anecdote ainsi. Nous corrigions les premières épreuves du livre collectif consacré à la mémoire d'Ambroise lorsque notre collègue Vivien Prigent nous fit part d'une découverte stupéfiante. De fait, il avait reconnu plus exactement, dans la collection des sceaux byzantins du musée archéologique de Naples, une bulle de plomb à l'effigie d'Ambroise. La pièce est en cours d'oxydation, le métal devient pulvérulent. J'ai l'impression que ça ne vous bouleverse pas, mais l'on reconnaît un buste nimbé flanqué de 2 croisettes que l'on identifie grâce à l'inscription de Laver, après développement des ligatures, Sanctus Ambrosius Episcopus, et au revers, Ecclesiae Mediolanensis. Donc, il s'agit d'un sceau de l'évêché en tant qu'institution identifiée à son saint patron. Vivien Prigent propose une datation du 8e siècle et au passage suggère une hypothèse intéressante sur ce que j'appellerais volontiers une généalogie tardo-antique de la coupe au bol. Parce que, regardez, l'improbable coiffure en forme de casque, de cheveux, que l'on trouve effectivement sur l'autel d'or, vous voyez, à la mémoire d'un Playmobil, devient ce bizarre casque de cheveux qui résulte peut-être d'une mauvaise interprétation par les artistes de ce qui apparaît clairement sur une bulle romaine du 7e siècle, en D, comme, et c'est une effigie d'Augustin, comme un couvre-chef épiscopal. Donc, il y a des images, les plus anciennes, où il y a un couvre-chef, une sorte de bonnet, et puis les artistes, à un moment donné, ne le comprennent plus, l'interprètent comme une coiffure, et c'est ainsi que naît la coupe au bol, en tout cas du point de vue iconographique. Donc le problème de la ressemblance naturaliste débouche sur la question de la vérité en peinture, qui ne se peut, donc vous le comprenez bien,
percevoir dans son historicité qu'à la faveur des accros de la transmission. Si l'on peut croire aux images, ce n'est pas parce qu'elles seraient belles ou justes, mais parce qu'elles sont vraies. Qu'est-ce qu'une image vraie ? Telle est la question que pose notamment l'anthropologue Hans Belting, et cette question débouche sur le problème de la ressemblance par génération, qui a une riche tradition dans l'histoire de l'art et sur laquelle Georges Didier Huberman a écrit des pages essentielles, toujours dans ce livre précédemment cité, Devant le temps. C'est un livre qui tente de développer l'idée suivante: l'histoire de l'art est née deux fois, avec Pline l'Ancien et son histoire naturelle en 77, qui fournit le modèle spontané de tout discours sur l'art pictural, puis avec Vasari et ses vies en 1550. Or, la Renaissance vasarienne est une répétition de la naissance plinienne, mais qui opère toute une série de développements, de déplacements. Par exemple, ce que Pline entend par art est coextensif dans l'histoire naturelle à toute activité humaine, alors qu'au contraire, Vasari va en faire la chose des artistes. Il y a un passage dans Pline qui est vraiment mystérieux. Histoire naturelle 35.4. En tout cas, la peinture de portrait, qui permettait de transmettre à travers les âges des représentations parfaitement ressemblantes, maximile similes, est complètement tombée en désuétude. Ce que l'on prend pour la naissance de l'art est donc en fait, selon Pline, la mort de la peinture. Là où Vasari parle de renaissance et de résurrection, Pline l'Ancien évoque la mort de l'origine, qui est en fait la mort de la ressemblance. Et ce dont parle l'histoire naturelle, c'est quae restant des pictura, ce qui reste de la peinture, mais aussi peut-être ce qui reste à dire de la peinture. Qu'est-ce qui est mort avec la ressemblance ? On se dit alors, Pline est soit aveugle, soit idiot, parce que, d'une certaine manière, dire, voilà, nous vivons la mort de la peinture, du portrait ressemblant au moment où, justement, on en voit partout dans les villas romaines, c'est donc qu'il ne parle pas de ce que l'on croit qu'il désigne par imaginum pictura. En réalité, l'imaginum pictura, c'est l'empreinte du visage dans la cire, le moule mortuaire, qui est le support rituel du droit privé, comme un sceau, justement. Donc, ce qui fait naître la peinture, c'est la mort de ce que Didier Huberman appelle la ressemblance par contact. Et à partir du moment où, justement, cette ressemblance par contact, le masque mortuaire, et nous avons aussi des masques mortuaires de certains personnages anciens, disparaît, alors nous sommes dans une histoire de l'art, de ses anachronismes, de ses ressemblances, qui prend un autre tour. Comment les auteurs de la fin du Moyen-Âge ont-ils lu ce passage, le passage de Pline ? Nous avons sur ce point un témoignage exceptionnel, qui est celui, on y revient, et il a été aussi un de nos guides durant ces 12 heures, Pétrarque. On dispose d'un de ces manuscrits annotés des histoires naturelles de Pline l'Ancien. Et dans la marge du passage où il est question du peintre Apelle, il place un manicule, c'est-à-dire petite main, comme ça, avec le doigt pointé vers ce qui l'intéresse, et cette note « sous 20 ans quand tu écris, François ». Il se parle à lui-même. Souviens-toi d'Apelle, c'est-à-dire le peintre antique, lorsque tu écris François. Pourquoi ? Quel est le rapport entre la mimésis du poète et celle du peintre ? Il l'écrit dans ses lettres familières, 23, 19, et je lis ce passage magnifique. L'imitateur doit veiller à ce qu'il écrit soit ressemblant et non identique au modèle.
Il faut que cette ressemblance soit non pas telle que la ressemblance du portrait à celui dont c'est le portrait. Plus celle-là est grande, plus l'artiste mérite d'éloges. Mais telle que la ressemblance du fils à son père. En effet, bien qu'il y ait souvent de père à fils beaucoup de différences dans les parties du corps, une ombre, ou ce que les peintres de notre époque appellent un air, qui se remarque surtout dans les yeux et le visage, constitue cette ressemblance qui, aussitôt que nous voyons le fils, rappelle le père à notre mémoire, alors même que tous les traits se révéleraient différents si nous nous mettions à les mesurer. Il y a un je ne sais quoi de caché qui produit cet effet. Nous aussi, nous devons de même pourvoir à ce que, pour une ressemblance, il y ait beaucoup de dissemblances. Cette ressemblance généalogique, qui est plus noble que la ressemblance mimétique du peintre, parce que la ressemblance par contact est morte avec Pline, se rapproche effectivement de tout un jeu subtil de ressemblance et de dissemblance analysé dans le texte pétrarchien et qui est pour moi une clé de lecture absolument déterminante pour comprendre ce que c'est qu'une représentation au Moyen-Âge, mais peut-être aussi au sens politique du terme. Et revoici Pétrarque face à Ambroise, face à ce qu'on lui présentait comme un portrait d'Ambroise, face à ce tondo du XIIe siècle polychrome. Nous en avons déjà parlé, j'ai déjà lu la lettre, c'est celle datée du 23 août 1356, la 11e du livre 16 des Familières, mais la voici à nouveau, je veux la lire une seconde fois, car je pense que, depuis que nous en parlons, elle a pris une autre densité, et c'est sur cette densité que je voudrais terminer. J'habite aux confins de la ville, dans sa partie ouest, près de la basilique de Saint-Ambroise. La maison est saine, elle est située à gauche de l'église. Devant elle, elle a vue sur le faîte de plomb du temple et ses deux tours de la façade, derrière, sur les murailles de la ville, des champs verdoyants et les Alpes, couverts de neige en cette fin d'été. Cependant, le plus beau spectacle de tous, pourrais-je dire, est un tombeau. Je ne dirai pas à son sujet, comme Sénèque parlant de l'Africain, que je présume que ce fut le sépulcre d'un si grand homme, je dis que je le sais. Et souvent, je lève les yeux, plein de respect, vers une image de saint, sculptée dans la pierre et située tout en haut des murs. Elle semble vivre et respirer, et la tradition rapporte qu'elle lui ressemble beaucoup. Cela n'est pas une mince récompense pour ma venue ici, de fait. On ne saurait exprimer l'autorité de son visage, la majesté de son expression, la sérénité de son regard. La voix seule lui manque pour que nous voyions Ambroise vivant. La voix lui manque, car nous sommes en Occident, donc on peut rallumer la lumière, et qu'en Occident, les images ne parlent pas. Alors, nous pouvons voir le saint vivant sans que le saint s'adresse à nous pour protester, ainsi que l'avait entendu Antoine de Novgorod à Constantinople en 1200. Est-ce ainsi que l'on terminera ? Pas tout à fait. Il me faut encore expliquer le titre apparemment mystérieux que j'ai donné à cette ultime séance, La trace et l'aura, une histoire de mémoire et d'oubli, et qui fait écho à la première, Dissiper l'aura du nom propre. Qu'est-ce ici que l'aura ? Il est temps de nommer celui que je me suis patiemment employé jusque-là à taire, Walter Benjamin. Parmi les différentes formulations de ce concept essentiel d'aura chez Benjamin, la plus foudroyante est sans doute celle que l'on lit dans un texte de 1939 intitulé « Sur quelques thèmes baudelairiens ». Je cite, mais c'est très bref. « Dès qu'on est ou se croit regardé, on lève les yeux. Sentir l'aura d'un phénomène, c'est lui conférer le pouvoir de lever les yeux. Ce qui est très exactement l'expérience sensible de Pétrarque. Il lève les yeux vers ce qui le regarde. Et ce qui le regarde, c'est cette
parole qui naît d'un tombeau, plus vivante qu'un tombeau. Dans cette première formulation, l'aura est définie par l'expérience sensible qu'elle procure, qui se caractérise à la fois par son intensité poétique et par la densité corporelle, ça s'éprouve. Renvoie d'ailleurs pour Benjamin à un passé perdu des sociétés humaines. Elle est, l'aura, ce qui nous regarde et nous attire, nous fait lever les yeux vers elle, nous entraîne vers elle. C'est fondamentalement lié pour Benjamin à une expérience urbaine. La ville nous enveloppe, nous retient, elle accueille, elle relance sans cesse le désir du flâneur baudelairien. C'est dans le livre des Passages que l'on lit ce fragment qui, depuis des années, m'obsède au point d'y avoir consacré une trentaine de pages de glose obsidionale dans le premier chapitre d'un livre épuisé qui s'appelle « Faire profession d'historien ». C'est dans le livre des Passages, qui est le chantier d'un grand livre ruiné. Les notes qui le composent sont comme les décombres d'un édifice qui n'a jamais été construit. Et parmi ces fragments, celui-là, extrait de la liasse classée M, le flâneur, dans lequel elle est classée 16A4, je la lis, trace et aura. La trace est l'apparition d'une proximité, quelque lointain que puisse être ce qu'il a laissé. L'aura est l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qu'il évoque. Avec la trace, nous nous emparons de la chose. Avec l'aura, c'est elle qui s'empare de nous. Cette formule me semble serrer comme dans un point ce que peut l'histoire, ce que peut être le travail de l'historien, c'est-à-dire un art de l'approche et du rapprochement. On s'approche des traces, même fugaces, même modestes, apparemment insignifiantes, peu importe qu'elles soient hautes ou basses, dignes ou indignes, nobles ou ignobles, c'est ce qui est déposé, ce qui a été laissé là. La trace est l'apparition d'une proximité, c'est à portée de main. Quelque lointain que puisse être ce qu'il a laissé, ça vient de très loin. On les rapproche ensuite par montage, par un geste volontaire, souverain, collectif. Avec la trace, nous nous emparons de la chose. Or, ce que dit cette formule, c'est bien également la dimension critique de l'histoire et d'une histoire des pouvoirs. Le lointain s'approche, mais maintient intacte l'autorité de son souverain éloignement. Il est ce qui se donne et se dérobe, ne se laisse voir que pour se montrer distant. Et la chose même porte l'empreinte de cet incessant va-et-vient qu'on appelle l'aura. Comment ne pas y voir une implacable figure du pouvoir ? Car c'est bien le propre du pouvoir que de nous atteindre que par la distance, de trouver sa pleine efficacité en se vrillant dans l'intimité des corps. Dès lors, rien ne sera plus séducteur que ce pouvoir, cette capacité de nous faire lever les yeux vers ce qui nous regarde et dont on aurait tort effectivement de limiter l'effet au monde religieux de l'épiphanie. La trace ou l'aura. Nous serions donc devant une alternative politique, soit se pencher vers les traces, soit lever les yeux vers l'aura. Soit s'emparer de la chose, soit se laisser dominer par elle. Soit laisser venir au plus près des corps l'apparition du lointain, soit trouver dans l'empreinte du passé ce qui s'approche de nous. Effacer les traces, oublier l'histoire, ou bien trouver en elle la force d'en dissiper l'aura. Telles sont les alternatives du pouvoir pour ceux qui l'exercent ou pour ceux qui le subissent. Mais la trace et l'aura peuvent aussi nommer le récit que j'ai tenté de présenter ici et dont ce cours n'avait pas d'autre, vous l'avez compris, ambition que d'essayer de tester différentes solutions narratives. Comment le dire au total ? Comment raconter cette histoire ? Est-ce qu'on se risquera à la dire de manière linéaire ? Pourquoi pas, après tout ? On peut la résumer à grands traits, par tête de chapitre. C'est le chemin que nous avons parcouru ensemble. Une mémoire ambrosienne qui est devenue indésirable dans l'Italie lombarde et puis qui ressurgit, qui se fixe, qui se cristallise à l'époque carolingienne. Nous l'avons vu plein de fois. Avant les troubles de la Pataria,
quelques périodes se distinguent par grandes masses un peu vagues, et puis ensuite l'histoire se raconte par la relève des noms d'Ambroise, par certains de ses successeurs énergiques, et nous avons convoqué tour à tour Heriberto d'Intimiano, Galdino della Sala, Ottone et Visconti. C'est une histoire spectrale que nous avons tenté d'écrire, des retours réguliers sous la forme d'un nom, Credenza di Sant'Ambrogio, ou d'un spectre qui revient menaçant lors notamment de la bataille de 1338. Et cela scande des moments de remémoration ambrosienne. On est même tenté, pour l'époque seigneuriale, de mettre en rapport les pleins et les déliés de cette histoire avec ce que l'on sait de l'évolution politique de l'État seigneurial. Ainsi peut-on remarquer, par exemple, que les éclipses du souvenir ambrosien correspondent aux phases de construction d'un État territorial où il devient moins opportun pour le pouvoir seigneurial, puis princier, de promouvoir le culte civique de la ville de Milan, et qu'au contraire, il y a intérêt à se nimber dans une aura unifiante, en l'occurrence souvent exaltant des saints plus lointains. Bon, on peut raconter l'histoire comme ça, mais on ne doit pas méconnaître le risque d'une telle reconstruction qui fait de la machina memorialis l'instrument d'une volonté toute puissante d'un machiniste conscient de ses effets qui manipule le souvenir. Ça suppose une forme d'intentionnalité dans la mise en place des politiques symboliques, de transparence, d'immédiateté des rapports sociaux qui ne sont pas vérifiés, jamais en histoire. À Milan, en tout cas, il est évident que le souvenir ambrosien est revendiqué par plusieurs entrepreneurs de mémoire, qui ont chacun leur propre système de valeurs et de croyances, leur propre pratique commémorative, et peut-être leur propre intérêt à défendre. Une mémoire disputée, donc. S'il existe des conjonctures mémorielles qui varient selon les contextes politiques, elles croisent l'inertie des traditions. C'est un mot autour duquel nous avons beaucoup tourné. Qu'est-ce que la tradition? Comment elle s'invente? Comment elle se transmet? Et ces traditions délimitent des appropriations rivales de ce souvenir. Et dire qu'il y a par exemple un usage ecclésial ou épiscopal de la référence ambrosienne pouvant s'opposer à la captation politique par les seigneurs, par les princes, voire par le popolo, c'est encore trop dire ou tailler trop large, parce que l'Église n'est pas une, et même au cœur du dispositif monumental qu'elle polarise, souvenez-vous, la basilique Sant'Ambrogio qui est clivée, qui est coupée en deux, les chanoines, les moines, eh bien, là encore, la mémoire est disputée. Donc, cette histoire comporte trop de chevauchements, de retours en arrière, faisant se succéder les phases d'immobilisation du souvenir à des phases de brutales embardées. Cette histoire, décidément, se prête bien mal au simple déroulé chronologique. Alors, dans les travaux préparatoires au cours que je vous ai infligés, j'ai usé tour à tour de plusieurs figures de l'incertitude dans la temporalité. L'anachronisme, le montage, le palimpseste, le remploi. Peut-on les réconcilier dans un seul et même principe de narrativité? Je l'ai dit d'emblée, la tentation de l'histoire régressive est forte, car elle épouse le mouvement naturel de l'opération historique qui mène du présent au passé. C'est encore plus naturel lorsqu'on parle d'une mémoire. C'est encore plus naturel lorsque, comme on a tenté de le faire, on s'engouffre dans une brèche, et ce fut pour nous la révolution ambrosienne de 1447-1449, où un discours s'engouffrait qui fut longtemps occulté, et à partir duquel on pouvait décider de voir ce que jusque-là on voyait très mal. Mais ne risque-t-on pas alors de faire de la téléologie à l'envers? Nous avons là encore renoncé à cette tentation. Si l'histoire régressive est un rêve toujours déçu, c'est parce que personne ne peut écrire à l'envers. Au fond, on dispose des séquences dans l'ordre inverse de l'ordre du temps, mais ce sont toujours des séquences qui, à l'intérieur d'elles-mêmes, se déroulent elles-mêmes linéairement. Alors la solution consiste peut-être à décrire l'empilement des mémoires,
à la façon brodélienne. Nous verrions se superposer des ambroises immobiles telles que la tradition hagiographique et liturgique l'ont canonisé, des périodes ambrosiennes qui glisseraient sur les faibles pentes des grandes mutations politiques, le moment carolingien, les luttes communales, et, je dirais, des ambroises de circonstances, conjoncturelles, ballottées au gré des événements, la pataria, au gré des passions, la lutte anti-hérétique, au gré des calculs des acteurs, les masques ambrosiens des seigneurs évêques de Milan. On pourrait aussi, je l'avais suggéré dès le premier cours en citant ici Denis Lombard, repérer les affleurements de la mémoire tels qu'ils surgissent aujourd'hui, le bon pasteur, le guerrier énergique, et se risquer à suivre les veines obliques du souvenir aussi loin que nécessaire. Mais si l'on souhaite écrire une histoire politique de la mémoire ambrosienne, il faut bien comprendre comment celle-ci peut se montrer effectivement disponible à des appropriations concurrentes et variées, comment elle peut résister aux manipulations partisanes troupes heurtées, et on a vu ensemble que la liturgie était l'empreinte rythmique de ce souvenir, que la ville dans sa matérialité l'accrochait à des lieux, que les textes comme horizon canonique de la tradition étaient aussi des ancres du souvenir ambrosien qui l'empêchaient de dériver trop loin du passé tel qu'il fut. On raconte que les archivistes soviétiques, lorsqu'ils étaient obligés de retoucher sans cesse les photographies de groupe de leurs dirigeants pour adapter le casting du passé aux exigences du présent, disaient ironiquement « on ne sait pas de quoi hier sera fait ». Et de fait, à partir du moment où il faut à chaque fois soit corriger, soit effacer, on a là une plasticité du souvenir que je crois le Moyen-Âge n'a pas connu car il ressentait l'autorité du passé. Car l'histoire que nous avons tenté d'écrire est aussi une histoire d'oubli. Paul Ricoeur l'a dit avec force, la mémoire empêchée, l'oubli commandé sont des leurres du pouvoir, on n'efface jamais les traces, mais on peut les brouiller, les réaffecter à d'autres usages, on peut les rendre indisponibles. Gouverner, c'est parfois marcher dans des traces, mais parfois aussi, c'est les brouiller. C'est même aussi possiblement les substituer à d'autres. S'emparer de la chose quand le lointain affleure à portée de main. Il y a des situations historiques plus rares, plus inquiétantes, où gouverner veut dire cela, faire que tout ce qui nous est proche nous apparaisse lointain et s'empare de nous. C'est une politique de l'aura, c'est une politique de l'oubli. Nous avons vu ensemble que la Renaissance avait été oublieuse et que nous l'avions oubliée. Tout cela, au fond, ce sont les traces d'Ambroise qui nous en protègent. C'est ultimement l'aura de son nom, l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qu'il évoque. On pourrait s'approcher de lui, dit Augustin, car dans son palais, il n'est défendu à personne d'entrer. Mais alors qu'on s'approche de lui, alors qu'il est si accessible, alors que son charisme est si évident que chacun veut effectivement être au plus près d'Ambroise, il demeure inaccessible, car retiré en lui-même, la foule se masse autour de lui, mais Ambroise est seul, il lit, l'esprit aux aguets, la langue au repos, il lit silencieusement, et son silence le rend indisponible et finit par tout recouvrir. Et nous étions ainsi plongés en un silence continu. Il est temps, pour conclure tout à fait, d'approcher cette ultime scène. Ambroise, lisant, lèvres closes, et Augustin, gagné par cette contagion du silence, et ultimement, se convertissant. Ultime scène qui était aussi la première. Bien qu'il soit entouré d'une foule qui le presse d'agir, Ambroise est seul. Il est seul parce qu'il lit silencieusement, et écoutons Ambroise qui l'observe, et qui l'observe se maintenir avec stupeur au seuil de son silence. Mais quand il lisait, ses yeux étaient conduits à travers les pages dont son esprit perçait le sens. La voix et la langue, en revanche, étaient en repos. Souvent,
En notre présence, il n'était en effet défendu à personne d'entrer, et il n'avait pas d'usage qu'on lui annonçât qui arrivait. Nous le vîmes lire silencieusement et jamais autrement, et nous restions assis, plongés en un silence continu. Qui d'ailleurs aurait osé être une gêne pour quelqu'un d'aussi absorbé? Ambroise est donc ce musicien qui sait se passer des sons, puisque son esprit pénètre directement du signe au sens. Augustin l'a décrit ainsi, vous vous en souvenez, faisant vibrer le cœur des fidèles à l'unisson de ses hymnes, qui leur promet le royaume. Et maintenant, il le décrit comme le lecteur silencieux, qui, lèvres closes, s'invente le royaume de l'intériorité. Évidemment, vous imaginez bien que cette scène extraordinaire a fait couler beaucoup d'encre. Celle d'abord des historiens de la lecture qui s'interrogent sur sa signification. Je vous renvoie aux travaux essentiels de Guglielmo Cavallo et de Roger Chartier dans l'histoire de la lecture dans le monde occidental. Est-ce vrai que le monde antique ignorait la lecture silencieuse? Non, pas tout à fait. Nous avons d'autres traces, mais elles sont fragiles et fugaces et assez rares. Ainsi, par exemple, ce texte de Plutarque sur Alexandre le Grand. Alexandre reçoit une lettre de sa mère. Il rompt le sceau, c'est une lettre confidentielle, puis il la lit en silence. Son ami Héphaestion s'approche de lui, appuie doucement sa tête contre celle d'Alexandre, va pour la lire, et, c'est une scène magnifique, Alexandre, le conquérant, place le sceau sur les lèvres de son ami. Il n'y a pas que les historiens qui sont fascinés par cette scène. La scène de la lecture ambrosienne n'a cessé d'inquiéter les écrivains, parce qu'ils y voient, comme Borges, l'acte de naissance du culte des livres. Je cite ici un de ses textes de 1951. C'est peut-être Pascal Quignard, d'ailleurs, qui en fait l'usage le plus obsessionnel de cette scène de la lecture ambrosienne. Peut-être parce que l'auteur de La Barque silencieuse, de Le vœu de silence, ou Le nom sur le bout de la langue, qui a tant écrit sur les musiciens frappés de mutisme, est hanté par l'oralité silencieuse. Ainsi écrit-il dans l'un de ses petits traités, « Le livre est un morceau de silence dans les mains du lecteur. » Le face-à-face entre Augustin et Ambroise parcourt plusieurs de ces textes, prenant la mesure de ce qu'il appelle une étrange contagion du silence de la lecture ambrosienne. Car Augustin va tenter d'imiter Ambroise en apprenant à lire muettement. C'est au livre 8 des Confessions. Le voici à Milan, dans un jardin. Il est au plus mal. Il attend la conversion, mais elle ne vient pas. Dans combien de temps? Dans combien de temps? Demain, toujours demain. Pourquoi pas tout de suite? Il a mal à la gorge. Étrangement, toujours il dit « j'ai mal à la gorge ». Curieux, hein? Il descend au jardin avec Alypius et ils se mettent à lire un livre ensemble, à la romaine, c'est-à-dire à voix haute. Et puis le voici dans l'amertume et le cœur broyé. Alors il part se réfugier sous un figuier et là, il entend la voix d'un petit garçon ou d'une petite fille, il ne sait pas, qui s'échappe de la maison voisine. Il ou elle chante une comptine. Tolle, légué, tolle, légué. Prends, lis, prends, lis. Ou dans la traduction de Frédéric Boyer, attrape et lis. Attrape et lis. C'est un jeu très ancien. On prend un livre, n'importe lequel, on l'ouvre, on regarde, et là, on a tourné la page. Alors il le fait. Il retourne là où il a laissé le livre d'Alypius, là où son livre est tombé, il l'ouvre au hasard, il lit en silence, pour la première fois, le premier passage où se jettent ses yeux. Alors, ayant marqué du doigt ou de je ne sais quel autre signe, un marque-page, un manicule, cet endroit du livre, je le refermais. Augustin est converti. C'est le monde antique qui bascule, qui tourne la page, qui s'ouvre à la vérité de lui-même, comme on ouvre un livre qui s'est offert
à la bonne page. C'est à partir de cette scène de conversion qu'il faut, je crois, lire le passage du Tacite Legens. Oui, décidément, Ambroise est quand même une invention d'Augustin. Elle est faite d'admiration et peut-être de stupéfaction. C'est comme une épreuve morale. Car Ambroise, dans son tête-à-tête avec le livre, non seulement s'extrait de la compagnie des hommes, mais se soustrait à toute possibilité d'échange. Au fond, il quitte le monde sonore du dialogue antique pour celui silencieux de la lecture. Or, comme nous y invite Marina Tassinato dans un beau livre publié chez Verdier et intitulé « L'œil du silence, éloge de la lecture », il faut creuser au cœur des mots qu'emploie Augustin pour saisir la portée de la scène. En disant que son esprit perce le sens, on ne traduit que très faiblement, que très pauvrement le texte latin « et cor intellectum rimabatur ». Cor, C-O-R. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot complexe. C'est un mot complexe qui ne s'entend que dans le contexte d'Augustin. Chez Augustin, il recouvre des sens complexes qui toujours s'opposent à vox, lingua, labia, évidemment tout ce qui va rester en repos, la voix, la langue. Et d'une manière générale, corps, c'est tout ce qui s'oppose à tout ce qui est à l'extérieur. Corps, en somme, suggère, je cite Maria Tassinato, suggère ce qui chez l'homme est séparé du corps, C-O-R-P-S, ou de ses membres, quelque chose en désaccord profond avec la résonance du cœur accordé de plusieurs voix consentantes. Oui, on est là effectivement dans la question du musicien mutique, celui qui a fait chanter tout le monde à l'unisson. Et on a vu ensemble que cette scène des hymnes était inaugurale et qui, à ce moment-là, rentre en lui dans ce qui est en désaccord avec ce cœur accordé, consentant. On comprend mieux pourquoi cette scène d'une solitude inouïe, c'est ça, au sens propre de inouï, on n'avait jamais entendu ça, une solitude inouïe constitue le double inversé du chant des hymnes. Elle met à l'épreuve, pour Augustin, l'idée même d'une conversion. À l'épreuve, comprenons bien, paradoxalement, elle va la précipiter. Car ce que le corps, C-O-R, d'Ambroise fouille dans le texte, ce qu'il y sillonne, c'est la rima, et cor intellectum rimabatur. Ça veut dire, c'est l'intellect qui cherche la rima. Alors qu'est-ce que ça veut dire, rima? Un des sens, dit Isidore de Séville, c'est la fissure de planches mal jointes. Vous voyez, on retrouve notre vieille barque du Théétète de Platon. Ça veut dire, on va chercher l'endroit où c'est mal jointoyé. En fait, ça se comprend très bien. C'est tout à fait compréhensible si l'on sait que les écritures de ce temps, c'est ce qu'on appelle la scriptio continua, c'est-à-dire une masse compacte de lettres que n'interrompent ni les blancs ni la ponctuation. Donc il y a une nécessité à scander, c'est-à-dire à réciter, à parler à voix haute pour trouver justement la scansion, pour ponctuer au sens propre, c'est-à-dire aller par son stylet, par le stylet de la langue, aller chercher la jointure. Or, sur le plan paléographique, il est possible que les graphies italiennes du Ve siècle, on en connaît quelques traces, quelques rares exemples, annoncent ce qu'on appelle les premières onciales, c'est-à-dire facilitent cette lecture. Mais tout de même, sans l'aide rassurante de la voix, l'esprit aiguisé doit chercher la fissure. Et par cette poursuite avisée, entièrement visuelle du sens, la lecture à ce moment-là se fait déjà
interprétation. Et puisque cette interprétation ne peut être que solitaire et silencieuse, Ambroise se dérobe au dialogue, et c'est fini. Et il se tait. Et il n'y a plus rien à dire. Et sa parole n'entraîne plus le cœur accordé des voix consentantes. Lire pour interpréter, trouver les fêlures pour s'y glisser, tenter de comprendre à quoi tout cela peut bien rimer, et au total construire quelque chose, même si les planches sont encore mal jointoyées, une barque silencieuse qui fend l'écume, qu'à un carat, trop fragile sans doute pour se risquer à la grande traversée, mais enfin quand même, qui va son chemin, afin de voir où mène cette intrigue et quelle est la consistance du temps qu'elle emploie. C'est ce que j'ai tenté de faire cette année et je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné.